Bonsoir. Des associations de défense de l'environnement qui portent plainte contre un syndicat d'irrigants ou une agence de l'eau, des paysans qui réclament de nouvelles réserves dans une région où le traumatisme de la ZAD de Sivins reste très présent. La bataille de l'eau n'a pas attendu l'été caniculaire que l'on vient de connaître pour faire rage dans le monde agricole, mais le débat et la réflexion sont plus que jamais d'actualité. Alors, avec nous ce soir pour l'animer, Cécile Argentin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Également avec nous Philippe Jougla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agriculteur et vous présidez la FRSEA Occitanie. Enfin, Franck Solacrou, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez la délégation territoriale de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Alors, pour commencer, est-ce que la situation, madame, messieurs, est critique en termes d'irrigation agricole dans notre région à l'heure où on parle? Oui, bien sûr. Comme jamais, j'allais dire. L'été a été extrêmement sec et chaud. On est passé par un pic d'interdiction sur la 2e et la 3e semaine du mois d'août. Les choses sont un petit peu améliorées avec quelques orages et surtout la baisse des demandes de consommation, mais on est encore en forte restriction, oui. Au niveau de l'agence de l'eau Adour-Garonne, vous notez cette tension? La tension se fait sur la problématique de l'irrigation, mais de façon générale sur la gestion de l'eau, que ce soit pour l'eau potable, que ce soit pour les milieux aquatiques. On vit une année très exceptionnelle qui se rapproche de celle de 2003. C'est aussi votre constat? Oui, tout à fait. Nous sommes présents dans de nombreuses commissions sécheresse et nous voyons et assistons à la baisse des niveaux des lacs. Il y a des lacs qui étaient remplis pour 20 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, c'est du jamais vu. Il est peu probable qu'ils se remplissent l'année prochaine en une seule année. Donc c'est tout à fait exceptionnel comme situation. Alors vous l'avez dit, Franck Solacrou, ce soir on va parler de l'irrigation agricole, mais il y a effectivement tous les autres usages aussi. Est-ce qu'il y a eu cet été, de votre point de vue, des conflits d'usage? Les conflits d'usage, il y en a forcément quand l'eau manque, c'est une évidence. Après, ça dépend les restrictions qui ont été faites, ça dépend ce qui a été mis en place. Je rappelle quand même que l'usage prioritaire, c'est l'eau potable, et c'est ce qui a prévalu sur un certain nombre de départements, puisque des arrêtés sécheresse ont été mis en place avec des tours d'eau et des restrictions pour les agriculteurs, pour privilégier justement la ressource en eau potable, qui est fondamentale et encore une fois prioritaire. Vous les avez trouvés parfois trop sévères, ces arrêtés d'interdiction de prélèvement? Alors forcément, on est en discussion d'une semaine sur l'autre et on est extrêmement inquiet pour nos cultures sur des phases critiques qui sont autour de la floraison. Mais nous sommes maintenant au mois de septembre, on a aussi tiré un premier bilan entre nous. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'avec une situation qui est comparable à 2003 ou pire que 2003, les interdictions ont été moindres et les agriculteurs sont passés sur des systèmes où ils ont pu s'adapter un peu plus facilement qu'en 2003. Donc il y a un retour d'expérience qui fait qu'on pense qu'on a mieux géré, au moins pour la région Occitanie, 2022 que 2003. Quel est le rôle, j'allais dire, de l'agence de l'eau par rapport à tout ça? Est-ce qu'elle surveille ces interdictions de prélèvement? Elle donne des avis? Ça se passe comment? L'agence de l'eau a effectivement une mission de surveillance de ces milieux aquatiques et de donner un état de la situation globale sur le bassin. On n'est pas en charge des restrictions d'usage, qui est un domaine vraiment régalien. Mais les préfectures. Les préfectures, voilà. Par contre, on apporte cette connaissance pour avoir justement ces conflits d'usage dont vous parlez, mais du coup, je repositionnerai ça plutôt sur un partage de l'eau nécessaire entre les différents usagers économiques, les milieux aquatiques, et puis on a parlé de l'eau potable, effectivement, qui est un usage prioritaire, et où on a eu cette année de fortes tensions avec des secteurs où il y a eu des ruptures d'approvisionnement et donc des camions-citernes qui ont dû être amenés à certaines populations. À France Nature Environnement, Cécile Argentin, vous avez même porté plainte contre des syndicats d'irrigants. Pourquoi? Alors, c'est pas contre des syndicats d'irrigants qu'on porte plainte, c'est contre les services de l'État. Sur la première plainte que nous avions déposée en 2021 sur des autorisations de prélèvement démesurées qui avaient été accordées par les services de l'ECA à l'échelle du bassin, en fait. Donc l'agence de l'eau en 2015, en 2005 avait annoncé que sur le bassin
grosso modo, il pouvait supporter 165 millions de mètres cubes pour l'irrigation. Et en 2021, donc, ce syndicat d'irrigants, mais celui-là ou un autre, peu importe, les services de l'État ont autorisé 260 millions de mètres cubes à prélever, donc à peu près 35% de plus. Et du coup, par le fait, effectivement, nous avons attaqué cet arrêté, donc les services de l'État, au tribunal administratif de Pau où nous avons eu gain de cause, puis le ministère de la Transition écologique nous a attaqué à la commission à Bordeaux, à la commission administrative d'appel, en cours d'appel, et là à nouveau ils ont été désavoués sur cette autorisation qui était démesurée. Donc très souvent nous n'en faisons pas une question de personnes ou de syndicats, etc. Mais nous avons toujours plus de reproches auprès des services de l'État qui, pour nous, ne jouent pas le jeu ni de la transparence, ni du partage des ressources. Comment vous interprétez, vous, comme elle l'a dit, même si ce n'est pas une question de personnes ou pour viser les agriculteurs, ce type de plainte, Philippe Jougla? Les autorisations sont constituées sur des organismes qui regroupent les prélèvements individuels et c'est une somme de demandes et d'autorisations qu'on considère comme historiques, donc d'une façon ou d'une autre patrimoine des agriculteurs, et on le vit comme une agression sur le patrimoine et sur les moyens de production. Si je puis continuer justement cette affaire-là, il se trouve que nous avons déposé une nouvelle plainte là, cette année, effectivement, puisque la Cour d'appel de Bordeaux avait donné une forme par clémence, un petit temps pour donner une nouvelle au syndicat, l'autorisation, enfin un temps pour donner cette demande, pour poser une demande d'irrigation, et le syndicat, en l'occurrence Irrigadour, n'a pas jugé bon de faire une demande d'autorisation de prélèvement, et donc toute la saison s'est passée sans dépôt de dossier. Et les services de l'État, une nouvelle fois que nous avons attaqué, ont donné en mesure de prévention, on va dire en mesure, donc ils ont établi un cadre qui était à nouveau à quelque chose près, ce qui avait été déjà dénoncé par le tribunal administratif. Alors, l'éternelle polémique, c'est celle de la création de nouvelles réserves d'eau pour les cultures. Quelle est votre analyse là-dessus à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles réserves? Est-ce qu'on en a besoin? Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, sur le bassin Dour-Garonne, on est sur un problème structurel de déficit en eau. L'année qu'on vit là actuellement montre justement, exacerbe on va dire les conflits d'usage, mais globalement, notre Grand Sud-Ouest manque d'eau. Alors vous me posez la question sur une des solutions qui peut être amenée, ce qui a été travaillé au niveau du comité de bassin, qui est le Parlement de l'eau, qui regroupe tous les usagers, les collectivités, les associations. C'est un plan d'adaptation au changement climatique pour mettre en place des mesures structurelles. Vous en avez cité une. L'idée est qu'on ait des réponses qui soient en fonction des territoires. On travaille sur 26 départements. Le cas de la Charente n'est pas celle du Pyrénées-Atlantiques, n'est pas celle de la Lozère. Et donc, c'est de rendre aux acteurs locaux le soin, sur la base d'un état des lieux local, de trouver les différentes solutions. Et elles s'établissent, on va dire, sur 3 grands piliers qui sont être efficient et économe sur la gestion de l'eau, et là ça touche tout le monde, nous citoyens en premier lieu. Nous particuliers, oui. Voilà, ça commence par ça. C'est après optimiser, on a parlé de retenues qui existent, donc optimiser justement la gestion de ces retenues, et lorsqu'on se rend compte qu'on n'est toujours pas en équilibre, de regarder la possibilité de créer des retenues là où c'est possible, et là où elles pourront se remplir, parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est d'avoir des ouvrages qui se remplissent et qui puissent être opérants cette année, mais l'année prochaine et les autres années, parce que cette année, on a vécu une période difficile, mais il faudrait qu'on ait des retenues qui soient bien remplies l'an prochain si on ne veut pas avoir de fortes désillusions l'année prochaine. Philippe Jougla, ces nouvelles retenues, ces réserves d'eau, vous les réclamez, vous ? Oui, et pour répondre à la question précédente, la façon dont on perçoit les choses, il y a une forme de duperie de parler de solutions globales. Les agriculteurs s'adaptent, adaptent leur façon de produire, adaptent leur culture. Donc tout ça fait partie du marché. Et au bout, il manque des volumes, et les volumes qui manquent, il faut pouvoir les stocker en période de pluie, de hautes eaux. Et là, quand on a fait tout le reste, et qu'on demande des retenues, on s'aperçoit que le cadre administratif et réglementaire est extrêmement compliqué à tenir. Et puis même, quand bien même on arriverait à répondre sur les aspects réglementaires, on peut se retrouver aussi avec des oppositions d'un certain nombre d'éco-extrémistes qui empêchent toute réalisation ou qui détruisent l'existant.
Alors vous, à France Nature Environnement, vous dites qu'il y a eu plus 14% de surface irriguée en France entre 2010 et 2020. Vous comprenez ce besoin de nouvelles retenues ou vous dites il faut changer de méthode? Alors, on peut comprendre parce qu'ils ont une raison économique derrière, bien évidemment. Je veux quand même rappeler un point, c'est que cette année, c'est pas seulement le manque d'eau qui a été criant, c'est aussi les températures excessives. Donc, si je regarde le maïs, parce que j'habite dans une plaine de maïs irriguée, en fait, les 35 degrés pendant plusieurs journées a complètement créé un stress thermique au niveau du maïs. La sève n'est pas montée, les grains ne se sont pas formés, et du coup, il y aura une récolte qui sera déplorable. Bien sûr, une irrigation meilleure aurait peut-être atténué ça, mais là, c'est vraiment une question d'adaptation de la culture à un nouveau climat qui arrive et qui n'est plus fait pour ce genre de culture-là. Donc les agriculteurs, c'est très compliqué pour eux de s'adapter, mais on va devoir aussi trouver de nouvelles cultures qui sont tout simplement pensables. Si je puis me permettre, je voulais rajouter quelque chose sur cette problématique de l'eau en général. En fait, imaginez un malade du Covid qui a des comorbidités, vous voyez ? Eh bien, on a ça depuis 30 ans, on est en train de fabriquer tout un système qui se met en place sur nos territoires, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus résilient à la sécheresse. Par conséquent, on a fait beaucoup de drainage, on a fait un remembrement, il y a 800 000 kilomètres d'arbres qui sont partis, on a de plus en plus accéléré tous les cours d'eau, on a busé, on a créé une artificialisation des terres qui est absolument énorme. Tout ça pour au final que la goutte d'eau aille beaucoup plus vite jusqu'à la mer. Et ça, c'est vraiment le problème aujourd'hui. Si vous voulez, on a atomisé la phase terrestre de l'eau, qui est un stockage réel possible. Philippe Jougla, vous, agriculteur, vous considérez que vous vous adaptez justement à cette situation au fil des années? Oui, effectivement, pour reprendre la question du maïs et des chaleurs extrêmes, une des façons de s'adapter peut être de changer les cultures, hein, c'est ce qu'on entend, mais aussi les agriculteurs le font, semer plus tôt le même maïs, mais de façon à ce que la période critique vienne avant les chaleurs et une période où il y a aussi encore un petit peu d'eau. Donc on s'adapte tout le temps. Enfin, notre métier, c'est bien aussi de s'adapter à la météo. Alors jusqu'à maintenant, le métier de mes parents, mes ancêtres, était plutôt de s'adapter à la météo au jour le jour. Ouais. On est dans un changement, donc on a certainement adapté les systèmes, mais on le fait tous les jours, oui. Votre travail aussi aux agences de l'eau, ça va être effectivement d'établir aussi des prévisionnels, des projections. Mais on est en plein dans le dur du sujet, c'est-à-dire des acteurs économiques qui doivent aujourd'hui vivre de leur travail, et donc on est sur de l'adaptation et on va dire immédiate, et effectivement à se projeter dans le futur sur quelles seront les nouvelles cultures pour demain, quelles filières on peut développer, parce qu'il ne s'agit pas qu'un agriculteur change là-dessus, c'est qu'il puisse écouler sa production, qu'il puisse en vivre, et donc c'est tout un travail qui a été engagé avec le monde agricole sur justement travailler sur ce futur souhaitable, durable, qui permettra justement de satisfaire des usages économiques, mais de retrouver effectivement aussi de l'eau dans nos cours d'eau pour de la biodiversité. Et lié, on l'a bien compris, aussi l'ensemble des acteurs, hein, particuliers, entreprises, collectivités, agriculteurs. Merci à vous trois, en tout cas, de nous avoir apporté vos points de vue, vos expertises. Hein. On a bien vu que le dialogue continue. Bon courage, hein, évidemment, pour la suite. Pour l'instant, il est 18h53 déjà sur votre chaîne régionale. Et comme tous les soirs, vous le savez, certains d'entre vous ont rendez-vous avec leurs éditions locales. Pour les autres, vous restez avec nous et on poursuit le débat justement pour savoir, entre autres, ce que la science peut amener à tout ça. Et on continue à discuter de cette bataille de l'eau pour notre agriculture avec vous, Lionel Aleto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire Agroécologie, Innovation et Territoire, INRAE Toulouse. Alors, vous venez d'écouter le débat qu'on a eu. De votre point de vue, tout d'abord, est-ce que la situation des réserves en eau cette année est totalement exceptionnelle au regard des années précédentes ? Est-ce qu'on a franchi un cap cet été Alors, on a probablement franchi un cap plus vite qu'on ne le pensait. On regarde notamment des projections qu'on pouvait avoir, des effets du changement climatique. Maintenant, on s'attendait à avoir des tensions fortes
dans les différentes simulations. Et donc, malheureusement, l'état actuel de la ressource était quelque chose qui était déjà projeté et envisagé. Surtout sur un scénario un peu plus long terme, on va dire. Donc, il va falloir forcément, en agriculture comme ailleurs, s'adapter. Il va falloir s'adapter. Alors, il y a eu plusieurs éléments qui ont été discutés précédemment, effectivement. Donc, il va falloir à la fois jouer sur l'adaptation des systèmes de culture, mais on peut aussi jouer sur l'atténuation des effets du changement climatique. C'est là l'enjeu de l'agriculture. On peut jouer sur les deux tableaux et donc adapter les systèmes. Alors, il y a plusieurs pistes. On peut jouer sur de l'efficience, ça a été discuté. On peut améliorer les pratiques. On peut jouer sur de la génétique de certaines plantes, aller chercher des plantes qui vont être plus tolérantes à des stress hydriques, les semer plus tôt. On peut jouer sur de la substitution, donc remplacer certaines espèces. Et puis, j'allais dire, le degré le plus complexe à mettre en œuvre, mais aussi le plus performant, c'est la reconception complète de systèmes agricoles. Alors Franck Solacrou disait il faut avoir une logique filière, raisonner avec les acteurs amont et aval. Donc c'est indispensable, parce que c'est le seul levier qui nous permettra d'avoir des exploitations agricoles viables économiquement et qui respectent évidemment nos engagements environnementaux et qui soient capables de produire dans des contextes de changement climatique forts. Laurent Dubois, bonsoir. Bonsoir. Livrez-nous en quelques points de repère, en quoi cet été justement a été plus tendu que jamais en termes d'irrigation agricole. Eh bien Patrick, réponse en images, ou plutôt au travers d'une carte de France. Tension sur l'irrigation parce que tout simplement 90 départements métropolitains sur 96 ont été soumis à des restrictions d'eau. Des restrictions qui passent par des arrêtés préfectoraux, des restrictions qui portent sur l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines, mais aussi les usages agricoles. Et au début du mois de juillet, dans l'Aude, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, l'utilisation de l'eau a été limitée et des tours d'eau, des arrosages, une fois tous les jours ou les 3 jours, ont été organisés. Et parfois, ça a viré au cours de l'été à l'alerte rouge dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Gers, le Gard. Des usages agricoles ont été carrément interdit. Alors voilà pour la situation départementale et parfois localement ça a été très tendu. Par exemple dans la vallée du Tech, une interdiction qui a mis le feu aux poudres entre la chambre d'agriculture et la préfecture. Alors au-delà de la ressource en eau, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre en période de sécheresse ou pas? Quand on n'a plus d'eau, il reste quoi? L'imagination, ou du moins le sens de l'adaptation. L'irrigation passe principalement par la pulvérisation. Il reste le goutte à goutte. Il reste parfois tout simplement à tenir compte de la situation du moment, pas irriguer quand il y a du vent. Et effectivement, il y a toute une série de solutions qui peuvent permettre d'économiser jusqu'à 30% de l'eau utilisée pour irriguer les plantes et les plantations. Merci Laurent. Ces techniques, ça fait partie des outils qu'il va falloir utiliser aussi? Clairement. Alors, probablement en les combinant d'ailleurs, pas en envisageant une solution unique, mais en mixant différentes stratégies. J'entendais des stratégies d'économie d'eau. Il y a des travaux aujourd'hui en cours d'expérimentation dans des systèmes de grande culture, de goutte à goutte enterrés, notamment par des collègues montpelliérains, donc en climat méditerranéen. Et on se rend compte que ce sont des techniques qui sont potentiellement intéressantes pour des économies d'eau, puis pour d'autres aspects. Une bonne gestion, par exemple, de la flore adventice, ce sont les mauvaises herbes, qui poussent moins quand on a une irrigation souterraine, quand on a une irrigation par aspersion, par exemple. Donc ça a finalement plusieurs effets. Aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont encore très chers à mettre en place. Mais voilà, on est au début de l'histoire, il y a peut-être un enjeu à mobiliser ces techniques-là. Vous évoquiez tout à l'heure la génétique. Là aussi, on est sur des travaux qui vont permettre peut-être certaines espèces d'évoluer en fonction du climat. Alors c'est déjà le cas sur quelques espèces un peu emblématiques. Tout à l'heure a été cité le cas du maïs. On a aujourd'hui des variétés de maïs qui sont beaucoup plus tolérantes au stress hydrique que des variétés un peu plus anciennes. Maintenant, ça fera pas tout, effectivement, et il faut aussi se dire que les plantes ont un potentiel génétique donné, et que parfois il faut switcher sur d'autres espèces qui sont elles beaucoup plus tolérantes. Le cas du sorgho est souvent évoqué pour le sud-ouest. C'est une plante qui a des capacités de tolérance au stress hydrique bien plus élevées que le maïs. Le tournesol aussi, qui est une espèce locale largement travaillée et pour lequel on peut voir dans les champs qu'il a su passer cette période estivale très compliquée en se comportant très bien. Donc voilà, on a quand même quelques outils agronomiques mobilisables, des plantes mobilisables pour essayer de s'adapter à ces conditions.
Merci à vous, Lionel Aleto, directeur de recherche au laboratoire Agroécologie, Innovation et Territoire, INRAE Toulouse. Merci à l'ensemble de nos invités. Merci, Laurent, de nous avoir irrigué de vos idées. Demain, 21 septembre, on revient sur l'explosion de l'usine chimique AZF de Toulouse. 21 ans, jour pour jour après le drame. On s'intéressera à la procédure judiciaire. Bonne soirée sur France 3.